au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et Franck Ferrand rentre du Grand Palais à l'instant, des étoiles plein les yeux. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. C'est tout de même pratique de disposer de ces studios en plein 8e arrondissement puisqu'il y a encore une demi-heure, je me promenais au milieu des merveilles de la Biennale qui se tient jusqu'à dimanche soir sous la verrière du Grand Palais. Nous allons recevoir un des exposants tout à l'heure, le plus jeune à ma connaissance, Guillaume Léage de la galerie du même nom. Et tout à l'heure, nous retrouverons notre Aliénor préféré, installé désormais sur le trône d'Angleterre. Oui, et vous allez voir qu'elle est devenue la principale opposante au pouvoir de son propre mari, qu'elle avait fait roi. Non, elle est impossible. Pour commencer, chère Anissa, je vous propose de revivre une des aventures maritimes les plus mystérieuses que l'on connaisse, la traversée de la Marie Céleste. Europe 1, 14h, 15h, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. « 1872 à New York le soir d'Halloween. Il fait nuit, il y a de la brume sur les quais de l'East River. Je vous parle de New York, alors attention, le New York de 1872 est un New York sans aucun gratte-ciel à l'horizon. Même la Statue de la Liberté ne verra le jour qu'une quinzaine d'années plus tard. Entrons dans une obscure taverne où sont attablés deux marins, que dis-je des marins, des capitaines. L'un des deux s'appelle David Reed Morehouse. Il s'apprête à traverser l'Atlantique à bord d'un brig goélette canadien. Le voilier à deux mâts mesure une trentaine de mètres avec un tirant d'eau de 3,50 m environ. Il s'appelle le Dei Gracia. Vous me direz, on en a besoin de la grâce de Dieu pour traverser l'Atlantique à l'époque dont je vous parle. Morehouse doit transporter une cargaison mixte d'huile de baleine et d'alcool, rhum et whisky, à destination de différents ports de la Méditerranée, et il évoque les routes maritimes possibles avec Benjamin Briggs, qui lui est le capitaine d'un autre brig goélette, tout à fait similaire au premier, et qui s'appelle, nous y voilà, la Marie Céleste. Ça n'a d'ailleurs pas toujours été son nom, qu'importe. Depuis 4 ans, le navire appartient à la firme Winchester, sachant tout de même que Briggs en est propriétaire pour un tiers et qu'il est intéressé évidemment au bon acheminement de toute sa cargaison. Lui aussi s'apprête à traverser l'Atlantique et une partie de la Méditerranée jusqu'à Gênes, avec dans sa cale quelques 1700 fûts d'alcool sur un lit de 30 tonnes de pierre pour le lest. C'est très important, vous verrez tout à la fin pourquoi c'est si important. Il ne s'agit cette fois ni de rhum, ni de whisky, etc., mais d'alcool destiné à renforcer les vins italiens. C'était l'époque où on trafiquait pas mal, vous savez, ils en avaient besoin les vins dont je parle. Bref, serment de taverne, les deux hommes décident de se retrouver aux Açores pour amorcer ensemble la partie du voyage jusqu'à Gibraltar. C'est la partie réputée la plus dangereuse du fait de courants très puissants et difficilement prévisibles. Cette idée rassure Briggs, qui est plus jeune que Morehouse, lui n'a que 38 ans. Du reste, Briggs ne va pas s'embarquer seul dans cette longue traversée. Comme on le fait souvent à l'époque, il emmène avec lui sa jeune épouse, Sarah, et la plus petite de leurs enfants, Sophie Mathilde, qui a 2 ans. Le grand frère, qui s'appelle Arthur, va déjà à l'école à l'époque, et donc on l'a laissé à la garde de ses grands-parents dans le Massachusetts. Sarah Briggs est une jeune femme saine, robuste, dont la présence à bord va être un véritable bienfait pour son mari. On peut dire que tout simplement, grâce à elle, la maison est tenue. Et puis, l'ambiance est tout de même plus douce. Notamment, Sarah Briggs a fait suivre à bord une sorte d'harmonium en bois de rose, une sorte de petit instrument sur lequel elle joue des airs pieux. On est quand même dans un contexte très puritain, 1872, New York, vous voyez un peu l'ambiance. Néanmoins, cette intrusion d'une jeune femme et d'une petite fille à bord agace les matelots. Briggs dispose d'un équipage restreint, certes, mais un peu à l'ancienne. Le second Richardson, un lieutenant danois, un cuisinier et puis 4 matelots plus ou moins hollandais. On les appelle les Dutchmen dans la marine américaine. Pour l'anecdote, je signale qu'il y a aussi à bord le chat de la petite fille, un matou rayé gris qui s'appelle Tiger. La Marie Céleste a quitté New York le 7 novembre 1872 et l'on peut dire que les premiers jours de traversée se sont déroulés sans encombre. Tous les 2 ou 3 soirs, le capitaine Briggs note sur le journal de bord les nouvelles de la traversée. Bref, tout ça assez banal.
Que se passe-t-il pendant ce temps-là à bord de l'autre voilier, le Dei Gracia? Là non plus, pas grand-chose à retenir. Le Brick a quitté New York 4 jours après l'autre, le 11 novembre donc. À bord, tout se passe bien jusqu'au 4 décembre, dans le début de l'après-midi. Je dis jusqu'au 4 décembre parce qu'alors là, d'un seul coup, la traversée routinière va basculer dans l'extraordinaire. Il est exactement 13h quand la vigie signale une voile à l'horizon. Morehouse aussitôt saisit sa lunette, on voit mal, quelques minutes encore, et la vigie précise qu'il s'agit d'une autre goélette. Tiens, se dit Morehouse, on n'est pas loin des Açores, ça pourrait tout à fait être Briggs avec sa Marie Céleste. Alors on se rapproche du navire qui a l'air de voguer un petit peu bizarrement, par grandes embardées. Morehouse se dit que décidément son jeune collègue n'est peut-être pas tout à fait aguerri. Il donne des ordres pour l'approcher encore, et déjà d'assez loin le capitaine reconnaît la Marie Céleste. Bizarrement, elle n'est pas encore aux Açores, alors qu'ils sont partis quand même avec 4 jours de différence. Ça paraît étrange. Or, en même temps, Morehouse s'étonne de la voilure choisie par Briggs. Il a sorti seulement le foc et la trinquette, ce qui ne correspond pas au vent modéré de cette journée. Normalement, toutes les grandes voiles devraient être sorties. Décidément, il y a quelque chose qui cloche. Et plus le Dei Gracia va s'approcher de la Marie Céleste, et plus Morehouse va avoir sujet de s'interroger. Il est maintenant tout près, il ne voit personne à bord, pas de vigie, personne à la barre. On dirait un vaisseau fantôme. Alors Morehouse attrape son porte-voix. « Ohé Briggs, vous m'entendez? Ohé, vous avez besoin de secours ?» Pas de réponse, seulement le bruit du vent dans les mâts et les cordages. Cette fois, Morehouse sent l'angoisse s'emparer de lui. Il ordonne à son second, un Français qui s'appelle donc Olivier Deveau, dit Oli, de mettre une chaloupe à l'eau et d'aller aborder la Marie Céleste avec quelques hommes. Les ordres sont vite exécutés. Une demi-heure plus tard, Oli est à quelques encablures de la Marie Céleste. Or, ce qu'il voit aurait de quoi glacer les sangs de n'importe quel marin. Comme dans les vieux contes de sirènes et de serpents de mer, le navire qu'il a sous les yeux paraît naviguer sans âme qui vive. C'est une goélette déserte, comme abandonnée, qui fait son chemin au milieu des vagues. La chaloupe se rapproche encore, Oli et ses 2 matelots s'arriment à la coque, se hissent à bord à l'aide de filins. Pour la forme, ils appellent, ils crient, ils sifflent. Aucune présence, même mourante. Ils n'ont pas besoin d'inspecter longtemps la Marie Céleste pour constater que ni Briggs, ni sa femme, ni sa fille, ni un membre quelconque de son équipage ne sont plus à bord. Olivier Deveau et ses hommes viennent d'entrer de plein pied dans une véritable histoire de vaisseau fantôme. Europe 1, au cœur de l'histoire. Revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous racontez encore une histoire inouïe, celle de la Marie Céleste, ce bateau, cette goélette américain qui a quitté New York, direction les Açores, et qui est retrouvé par un autre bateau, parti 4 jours après, complètement vide, même pas à quai, un bateau fantôme. Un vaisseau fantôme, c'est ça. Alors pourquoi à cette époque-là, ces goélettes se lançaient-elles dans des traversées aussi dangereuses? Mais parce que c'était rentable. Elles apportaient en Europe, et en l'occurrence vous l'avez vu dans le bassin méditerranéen, des produits qu'on ne trouvait pas, c'est-à-dire de l'huile de baleine. On disait de baleine, en fait, en grande partie c'était de l'huile de cachalot, qui servait beaucoup notamment à l'éclairage public, et qui servait aussi, on est dans la révolution industrielle en Europe, vous savez, donc il fallait huiler les machines, donc ça servait à tout ça, ça coûtait très cher. Et puis on apportait du rhum, enfin des alcools qu'on ne trouvait pas non plus en Europe. Et tout ça, c'était hyper rentable. Donc il y avait des armateurs qui poussaient les marins à se lancer dans ces traversées qui certes étaient relativement dangereuses. On avait quand même à la fin du 19e siècle réussi à peu près à les maîtriser. Alors, notre Marie Céleste apparaît donc comme un vaisseau fantôme. La dernière mention sur le journal de bord remonte à 10 jours, le 24 novembre. Le dernier point sur l'ardoise de quart à 9 jours, le 25 novembre. Sur le pont avant, 2 panneaux censés fermer la cale ont été retirés, ce qui offre des trous béants
par lesquels des paquets de mer ont pu peu à peu s'engouffrer, ce qui fait qu'il y a maintenant environ 1 mètre d'eau dans la cale. Ça provient sans doute en grande partie de ces 2 ouvertures dans le pont. Du reste, les pompes sont en parfait état de marche et d'une façon générale, ce qui est étonnant, c'est que le bateau est en parfait état. La cargaison est en bon état elle aussi, elle n'a pas bougé. Le garde-fou d'un côté du pont a été enlevé, comme pour laisser passer une chaloupe. Or, il n'y a plus sur le pont aucune embarcation de sauvetage. La cabine du capitaine a été envahie par les eaux. Là encore, rien d'étonnant. La porte se trouve grande ouverte. Le lit trempé est resté défait, ce qui ne ressemble guère aux habitudes de Mrs. Briggs, vous l'avouerez. Tous les ustensiles de cuisine, toute la vaisselle sont lavés, rangés. Dans le poste d'équipage, tout est en ordre et cependant, les hommes y ont laissé leur pipe, ce qui suppose une fuite précipitée. En revanche, le sextant, le chronomètre, les livres de navigation, tout ça a disparu. Et surtout, et c'est la chose la plus importante, on ne peut relever sur le navire aucune trace de violence d'aucune sorte. Rien de cassé, rien de déplacé, rien de déchiré, pas de balles fichées et surtout pas de sang. Bref, aucune trace de violence. C'est pas une mutinerie qui aurait pu donner naissance à cet état de fait tellement rare. Dieu sait si certains auteurs, contre tous les éléments disponibles, ont prétendu le contraire. Parce que maintenant que nous avons noté les observations faites par Olivier Deveau et ses 2 témoins, il faut tordre le cou à un certain nombre de contre-vérités qu'on a tellement dites et proférées sur cette affaire de Marie-Céleste. On a dit que des tonneaux d'alcool avaient été défoncés. C'est faux. Ils étaient tous intacts, sauf un dont la bonde avait sauté, mais probablement par accident. On a dit que l'harmonium, vous savez, le petit instrument de Sarah Briggs, avait disparu. C'est faux. C'est tellement faux qu'il appartient toujours à ses descendants à l'heure où je vous parle. Ça ferait une belle pièce à exposer à la Biennale des Antiquaires. On dit que du thé encore fumant, des morceaux de poulet, aurait été servi dans la carrée, et donc le repas était en cours. Là encore, archi faux, puisque toute la cuisine était parfaitement en ordre. Bref, que n'a-t-on dit ? Il me semble que l'affaire est suffisamment extraordinaire pour qu'on n'ait pas besoin d'aller en rajouter et d'imaginer ce qui n'était pas. Ce qui était déjà assez étonnant. Quand le second du Dei Gratia vient faire son rapport, le capitaine Moraus est un peu évidemment sous le choc, mais pour autant, il n'hésite guère sur le parti à adopter. Il faut savoir en effet qu'un navire entièrement abandonné est considéré comme une épave. Or, les lois maritimes ouvrent des droits pour les découvreurs d'épaves sur la moitié des primes d'assurance et la moitié de la valeur embarquée. 1700 tonneaux d'alcool à l'époque, ça représente $37 000 de 1872. Évidemment, Moraus ne va pas laisser passer une telle occasion. Quelle que soit par ailleurs sa peine éventuelle pour la disparition de la famille Briggs et de son équipage, nous n'en savons rien. Le capitaine donne l'ordre à son second de retourner avec quelques hommes sur la Marie-Céleste, de s'en rendre maître et de la conduire dans son propre sillage jusqu'à Gibraltar, ce qui sera fait. Et c'est ainsi que le soir du 12 décembre 1872, le Dei Gratia fait son entrée dans le port de Gibraltar et que le lendemain matin 13 décembre, la Marie-Céleste, qui évidemment est déjà nimbée d'une funeste réputation, pénètre à son tour dans le port. Les 2 navires vont se retrouver côte à côte comme ils l'étaient naguère à New York. On pourrait croire que l'histoire va s'arrêter là. En réalité, la si célèbre affaire de la Marie-Céleste ne fait que commencer. En effet, un dossier est tout de suite ouvert à Gibraltar, qui est une enclave britannique, bien entendu. Dossier ouvert par le procureur général et avocat général de la reine Victoria, procureur de sa gracieuse majesté auprès de l'amirauté. C'est un bonhomme de 71 ans, il s'appelle Sir John Solly Flood. Dès le 18 décembre, Flood, qui ne cache pas d'entrée de jeu combien cette affaire lui paraît louche, interroge longuement les 3 hommes qui les premiers sont montés à bord de la Marie-Céleste. Et ils lui redisent tout ce que je vous ai dit déjà. La veille de Noël, le procureur va se rendre lui-même à bord avec des inspecteurs, avec des scaphandriers, etc. pour une inspection très poussée au cours de laquelle il relève des traces de ce qu'il croit être du sang et qui en fait ne se révélera être que de la rouille. Mais vous voyez qu'aux yeux de Flood, il y a bien eu violence, il y a bien eu attaque d'une certaine manière. Il va retourner à bord avec 4 officiers de marine quelques jours plus tard, le 7 janvier exactement.
Il faut dire les choses comme elles sont. Le procureur ne va avoir de cesse désormais de traquer le moindre indice pouvant aller dans son sens. Il s'est forgé très vite une intime conviction. Sachant que les deux capitaines se connaissaient, il est convaincu qu'ils se sont entendus à New York avant leur départ pour toucher la prime. Ce qui est aberrant quand on sait que Briggs était propriétaire, je vous l'ai dit, d'un tiers du navire et de sa cargaison. Voyant que, néanmoins, les preuves lui manquent, le procureur se rabat ensuite sur une autre hypothèse, celle de la mutinerie. Pour lui, l'équipage, qu'il ait ou non été de mèche avec Morehouse, s'est mutiné contre Briggs et sa famille avant d'abandonner le navire, soit par accord passé avec le capitaine du Dei Gracia, soit sous l'effet de je ne sais quelle crainte ou mésaventure survenue plus tard. En attendant, le procureur va être bien incapable d'apporter une preuve quelconque de ce qu'il avance. Et le 15 mars, c'est-à-dire après 87 jours de séquestre, la Marie-Céleste est déclarée libre de regagner sa destination initiale, de Gênes, et Morehouse en droit de percevoir sa prime, mais fixée à seulement 1/5 de ce qu'elle aurait dû être. Vous avouerez que ce Flood a tout de même un drôle de sens de la justice. Europe 1, au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et c'est l'histoire mystérieuse que vous nous racontez aujourd'hui de la Marie-Céleste, ce bateau qui a donc disparu avec 87 jours d'enquête qui finalement ne mènent à rien. Mais non. Où est-ce qu'on en est après de cette enquête alors En ce début d'année 1873, le mystère de la Marie-Céleste demeure entier. C'est la première fois depuis sa création que la Cour de la vice-amirauté doit reconnaître son impuissance à résoudre une énigme maritime. Toutes les explications, jusqu'au plus farfelu, vont être apportées pour tenter de résoudre l'énigme. Alors certains vont évoquer l'attaque des occupants de la Marie-Céleste par une pieuvre géante. Ah bah oui, bien sûr. Bah oui, pourquoi pas. D'autres vont faire appel à je ne sais quelle extension spontanée du triangle des Bermudes, sans oublier l'hypothèse des extraterrestres, vous pensez bien. Oui, Le bien très populaire Strand Magazine va même avoir l'idée très séduisante de demander à plusieurs grands romanciers d'imaginer leur solution de l'énigme. Et alors on va voir de grands maîtres, je pense à Sir Arthur Conan Doyle par exemple, on va voir de grands écrivains d'énigmes proposer leur version du drame. Toutes sortes de survivants imaginaires seront mobilisés par la suite pour faire rêver des générations d'aventuriers en herbe. Si dans cette affaire, quelqu'un, à mon avis, et évidemment tout cela n'engage que moi, mais si quelqu'un s'est approché de la vérité, c'est, me semble-t-il, le patron de la firme Winchester, le propriétaire principal de la Marie-Céleste. Il s'appelait d'ailleurs le capitaine Winchester. Il avait traversé l'Atlantique à son tour pour aller se présenter au procureur Flood à Gibraltar le 15 janvier. Et comme sa thèse ne cadrait pas avec les certitudes de l'homme de l'amirauté, on a préféré sur le coup ne pas donner suite à sa théorie. Eh bien, je regrette, mais bien plus d'un siècle plus tard, on va bientôt pouvoir dire 1 siècle et demi plus tard, force est de considérer que cette hypothèse, cette version des faits était la plus convaincante. Selon Winchester, ce sont les vapeurs d'alcool accumulées dans la cale qui auraient été enflammées par les étincelles créées par le flottement des arceaux de tonneaux sur les pierres du lest, vous savez, à force que cet acier frotte sur les pierres, eh bien ça a fait un effet briquet, si vous voulez, ça a créé des étincelles, d'où une première explosion qui a fait voler en éclats les 2 panneaux du pont. C'est la raison pour laquelle lorsque les passagers du Dei Gracia, lorsque l'équipage est monté à bord de la Marie-Céleste, il a vu ces 2 panneaux grands ouverts. Évidemment, cette première explosion a dû faire peur à Briggs, à sa famille, à son équipage. Ils auraient à ce moment-là à toute vitesse sauté dans la chaloupe qu'ils ont mis à la mer, bien entendu, pour éviter d'être à bord du navire au moment où il allait vraiment exploser. Sauf que ce que ne pouvait pas prévoir Briggs, c'est que d'une part la goélette n'allait pas exploser du tout, et que d'autre part, les drisses, les câbles qui retenaient la chaloupe allaient céder, entraînant ses occupants vers une mort certaine. À
la brocante, à la brocante, on trouve toujours des choses charmantes. À la brocante, des vieux phonos, des vieux pianos, des vieilles armoires. Si vous aimez l'histoire et les beaux objets, il y a un événement à ne pas manquer, c'est la 28e édition de la Biennale des Antiquaires qui se tient à Paris, bien sûr au Grand Palais, jusqu'au 18 septembre. Franck Ferrand, vous y avez été, vous allez nous raconter ce que vous y avez vu avec votre invité, et vous recevez Guillaume Léage qui est antiquaire. Ça me fait rire d'entendre Charles Trenet chanter à la brocante, parce que je peux vous dire qu'à la Biennale des Antiquaires, on est loin, on est très de très la brocante. De la brocante, puisqu'il n'y a que des objets absolument merveilleux et qui font rêver. Bonjour Guillaume Léage, merci de venir nous voir, alors que vous êtes très occupé, bien entendu, vous tenez votre propre stand, un des plus somptueux sur cette immense Biennale des Antiquaires, qui a retrouvé depuis des années maintenant son cadre historique du Grand Palais. On est heureux de l'avoir sous la verrière. La verrière qu'on voit se refléter dans d'immenses miroirs en plus cette année, c'est subtil, c'est vraiment... Oui, ils ont fait une belle scénographie, c'est vrai, et on a la possibilité de voir la verrière. Et comme vous le disiez, pendant quelques temps, la Biennale avait, le temps des travaux du Grand Palais, notamment de sa verrière, la Biennale avait été déplacée dans les sous-sols du Louvre, et depuis 2006, on a le plaisir d'être à nouveau accueillis par le Grand Palais, donc pour des expositions assez incroyables et dans un cadre féerique. Alors c'est assez étrange que cette Biennale devienne annuelle, vous avouerez, biennale. Je crois que ça veut dire tous les 2 ans, n'est-ce pas ? Absolument. En même temps, c'est devenu tellement célèbre cette appellation dans le monde entier. Les gens dans le monde entier, les amateurs d'art, les collectionneurs, les connaisseurs de beaux objets, quand ils disent la Biennale, ça veut dire le grand salon de Paris. Même si c'est tous les ans, on peut imaginer que ça va continuer de s'appeler la Biennale ? Alors c'est une grande question, je pense qu'il y a un plein débat dans les équipes un petit peu du Syndicat national des antiquaires et puis je pense dans ses bureaux. Effectivement, la Biennale va devenir annuelle, sans doute pour un besoin de dynamisme pour le marché de l'art à Paris. Je peux vous demander votre âge, Guillaume Léage ? 24 ans. 24 ans. Alors je pense que nos auditeurs se demandent comment on peut à 24 ans diriger une grande galerie. La réponse dans quelques instants. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, Franck, vous nous proposez une visite virtuelle de la 28e édition de la Biennale des Antiquaires. C'est à Paris, c'est au Grand Palais, c'est jusqu'au 18 septembre. On va découvrir donc ces 124 exposants qui viennent de 14 pays avec votre invité, Guillaume Léage, qui est antiquaire. Et oui, 124 exposants, c'est presque le double, c'est même le double de ce que l'on avait pu voir lors de la dernière Biennale. Oui, c'est quasiment ça, il y a à peu près 65 exposants, sans compter les joailliers qui étaient une vingtaine. Donc en termes d'exposants marchands, oui. Antiquaires et galeristes, c'est quasiment du simple au double. Alors là, la joaillerie a été réunie dans une sorte de rotonde. On voit une sorte d'histoire de la montre à travers les temps, avec des objets absolument merveilleux d'ailleurs. Et pour le reste, les galeries sont consacrées aux antiquités et à la peinture, parce qu'il y a Paris Tableau qui vous a rejoint en fait. Exactement, Paris Tableau cette année s'est fusionné finalement, si on peut le dire ainsi, avec la Biennale des Antiquaires, la Biennale qui n'avait malheureusement plus ces dernières années de grands galeristes de tableaux anciens, des 17e, 18e, 19e siècle, mais même avant. Et maintenant, c'est une très bonne chose que tout le monde soit revenu. Moi, j'étais ravi de voir. Alors, c'est vrai que la scénographie, d'ailleurs, tout à fait magnifique de Nathalie Crinière, dont nous parlions, avec ces grands miroirs qui reflètent la verrière du Grand Palais. Cette scénographie est assez contemporaine. Elle est dans un esprit, une sorte d'art déco revisité moderne, très très contemporain, très épuré. Mais en revanche, ce qui est exposé fait directement appel à une sensibilité historique. On a beaucoup de haute époque. On a du mobilier ancien, notamment chez vous, bien entendu. Du mobilier ancien, 17e et 18e. C'est ça. Mais et puis de la peinture ancienne, etc. Il y a un moment où la Biennale était en train de devenir une sorte de fiac bis, si je puis dire. C'est plus le cas, là. Honnêtement, ça me fait assez plaisir, moi, ça, pour tout vous dire. Oui. Alors, je vous posais la question tout à l'heure, comment peut-on diriger une aussi grande galerie à 24 ans ? Il faut dire que votre papa a disparu et vous avez dû prendre la suite, en fait, vous, il y a quelque temps. Exactement, j'ai pris la relève, le flambeau, comme on dit dans notre métier, à la suite de son décès un peu précipité il y a près de 3 ans. J'étais déjà dans la galerie assez actif. Et vous y êtes depuis plusieurs générations, il faut le dire. Oui, alors on est une famille de 5 générations d'antiquaires depuis 1875 et mon père avait ouvert sa galerie, lui, en 1972. Donc ça fait un peu plus de 40 ans.
vous êtes rue du Faubourg Saint-Honoré en temps normal. Mais alors là, vous êtes donc au Grand Palais avec 123 autres exposants, avec aussi quelques très belles pièces qui viennent du musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg. Ce sont des chefs-d'œuvre absolus qui sont présentés dans le salon d'honneur. Hein. Oui, et en plus, ce qui est très bien, c'est que c'est la première fois finalement que l'Ermitage prête des collections et notamment quelles collections. Voilà, notamment des pièces assez majeures au premier étage dans le salon d'honneur, qui était en général un espace un petit peu délaissé. Et justement, là, c'est l'occasion de montrer que finalement, partout où vous irez au Grand Palais, à la fois sous la verrière ou un peu dans les étages, vous trouverez des pièces de collection incroyables. Oui, ce sont vraiment des merveilles. Il y a notamment un extraordinaire objet en filigrane d'argent, comme on n'en voit plus du tout en Europe occidentale. Il y a des plaques de Sèvres à perdre la tête, un mobilier absolument vertigineux. Des choses tout à fait magnifiques. Alors, il y a des choses aussi tout à fait magnifiques sur votre propre stand. Vous êtes spécialisé, vous, dans le grand mobilier du XVIIIe siècle. Quand on dit grand mobilier, c'est-à-dire, il ne s'agit pas seulement de très beaux meubles, il s'agit de meubles qui sont quasiment des œuvres d'art, il faut le dire. Voilà, c'est ce que on essaye d'expliquer en général. Au XVIIIe siècle, vous savez, tout le monde était meublé XVIIIe. Et par définition. Voilà, par définition. Tout le monde avait des meubles et il y avait la fonction meublant. Et puis pour toute la grande aristocratie, la famille princière et royale, il y avait des meubles qui étaient comme la peinture, des vraies œuvres d'art avec différents types d'artisans. Des ébénistes, des menuisiers, des bronziers, des doreurs, les meilleurs dans chaque spécialité, coordonnés par ce qu'on appelait des marchands merciers, qui étaient un petit peu les décorateurs ou antiquaires de l'époque, pour créer les plus belles pièces pour des commandes assez impressionnantes. Et ces pièces, on peut les voir aujourd'hui chez quelques marchands seulement, dont évidemment la Galerie Léage. Et vous nous présentez, par exemple, que nous présentez-vous d'étonnant? J'ai vu ça tout à l'heure, mais je vous laisse le décrire. Alors, vous parlez tout à l'heure de navires, de voyages, ce qui peut être assez intéressant au XVIIIe siècle. Ce sont les voyages entre l'Europe et l'Asie. Nous avons par exemple une paire d'encoignures d'époque Louis XV en lac de Coromandel, qui sont assez somptueuses. On fera une émission sur les lacs de Coromandel là dans les jours qui viennent, ça tombe bien. Ah bah écoutez, on est synchronisés sur le boulot. Et alors le principe était de ramener donc par bateau, avec des marchands par bateau, c'était les grands voyages de l'époque. Ça prenait 1 an pour y aller et 1 an pour revenir. Des grands panneaux de décoration en lac. Alors c'était le lac de Chine, le lac de Coromandel, ou bien même le lac du Japon, qui étaient rapportés par des marchands. Et ensuite les ébénistes découpaient ces lacs pour les insérer ensuite sur des meubles à bâtis français. On voit aussi une toilette, c'est-à-dire une table une table coiffeuse, table de toilette coiffeuse, qui était estampillée de Riesner, qui était l'un des ébénistes les plus qui est la sœur jumelle de celle de Marie-Antoinette à Trianon, on peut le dire. Qui était son ébéniste préféré. Et puis des consoles éblouissantes également, rocailles magnifiques. Rocailles magnifiques. Qui viennent du Palais Royal, enfin des choses de ce genre. Bon. Exactement. Alors, il y a dans cette exposition magnifique et qui avait lieu d'habitude tous les 2 ans, qui donc désormais va être annuelle. Pourquoi annuelle d'ailleurs? Pour suivre le rythme des autres foires, c'est ça? Oui, entre autres. Je pense qu'aujourd'hui, alors on a la passion de partager, et puis aujourd'hui, il faut être à l'évidence. Les collectionneurs, ils ont besoin de quelque chose d'éphémère, mais fréquent. Au Louvre, vous avez toute votre vie pour y aller, mais quand vous avez une magnifique exposition d'Hubert Robert qui est de 3 mois, vous êtes obligé d'y aller. Bien, voilà. Sinon, vous la manquerez. Et là, c'est le même principe. C'est un peu le même principe, c'est ça. Je voyais tout à l'heure Alfred Lilleveld qui expose, lui, des sculptures absolument magnifiques et qui me disait que les grands collectionneurs sont présents au rendez-vous. C'est-à-dire qu'on avait peur, on se dit, ah oui, avec les attentats, etc., avec la crise, il y aura moins d'amateurs. Non, apparemment les gens sont venus, y compris des États-Unis d'ailleurs. Hein. Y compris des États-Unis. C'est vrai qu'on a un contexte politique et économique un petit peu compliqué en France et en Europe, mais voilà, tous les ingrédients étaient présents à la fois dans la scénographie, à la fois sur la quantité et la diversité des exposants, pour donner envie aux collectionneurs du monde entier de venir à cette biennale. C'était le pari du président Chevalier. Apparemment, il est réussi. Donc, il y a une nocturne ce soir. C'est le moment où jamais, là, d'aller, vous imaginez, c'est un rêve. Pour ceux de nos auditeurs qui n'auraient jamais mis les pieds à la Biennale, il faut voir ça vraiment. Vous savez, quand un objet est d'une qualité tout à fait unique dans le monde de l'art, on dit tout simplement qu'il est de qualité biennale. Ça vous dit, voilà, ça vous donne à peu près le niveau. Donc il faut aller voir ça. Ce soir, c'est en nocturne, demain, après-demain, jusqu'à dimanche soir.
Et puis après, il faudra attendre 1 an pour revoir les merveilles. Voilà, ou venir dans les galeries. Ou venir dans les galeries. Merci beaucoup Guillaume Léage. Donc cette biennale des antiquaires, la 28e. La première s'était tenue, je sais plus, c'était en 1956. Voilà. Et la première biennale internationale avait été inaugurée par André Malraux en 1962. Eh bien cette 28e biennale finira dimanche soir. Merci beaucoup. Après la beauté des objets, voici la beauté d'une femme que nous suivons depuis lundi maintenant. C'est le grand destin de la semaine. Une femme au fort caractère, Aliénor d'Aquitaine nous accompagne. Alors, après avoir eu des petits problèmes relationnels avec Louis VII, c'est maintenant avec son mari, le roi d'Angleterre, qu'elle est en désaccord. Je pense qu'un caractère comme le sien ne pouvait de toute façon longtemps s'accorder à aucun autre. Et notamment Henri II Plantagenet, ce jeune époux dont elle avait littéralement fait un roi d'Angleterre, Henri II ne pouvait pas s'entendre définitivement avec sa femme. Il va la tromper allègrement et elle n'est pas de nature et de tempérament à se laisser faire naturellement, même si elle a plus de 10 ans de plus que lui. Je vous ai dit hier qu'elle avait retraversé la Manche, qu'elle vivait désormais sur ses propres terres, dans ce douaire d'Aquitaine qui après tout était son fief. Elle vit à Poitiers exactement, où elle a fait bâtir un palais absolument magnifique. Et c'est dans ce palais de Poitiers qu'elle organise ce qu'on appelle les cours d'amour. Vous savez, ces tribunaux, des espèces de tribunaux pour rire, si je puis dire, ou pour le plaisir, ou pour l'élévation de l'âme, puisque le principe c'est de demander à des rhéteurs, à des poètes et à des troubadours de venir défendre des causes amoureuses. Il y a un jury de dames qui donne raison aux uns et tort aux autres, bien entendu. Il semblerait en vérité que ces cours d'amour qui se sont beaucoup répandus à l'époque, il y en avait en Provence, il y en avait en Champagne, etc., n'aient peut-être pas trouvé sous le magistère d'Aliénor d'Aquitaine toute l'importance qu'on a voulu leur donner. Il semblerait qu'Aliénor d'Aquitaine ne soit pas finalement, et c'est ce que nous disent les historiens d'aujourd'hui, à l'origine des cours d'amour. Ce que je peux vous dire pour bien connaître la salle du palais de Poitiers, c'est que le raffinement de cette cour néanmoins devait être l'une des choses les plus fascinantes de l'Occident de ce temps. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. 4e épisode déjà aujourd'hui, Franck, de ce grand destin consacré à Aliénor d'Aquitaine, qui a peut-être, ce que vous disiez il y a un instant, instauré les cours d'amour. Oui, alors ça c'est pour le plaisir et l'amusement. Il est évident que Aliénor, par ailleurs, est une femme de tête qui a soif de pouvoir, une véritable volonté de dominer tout et tout le monde, et que ça ne peut l'amener tôt ou tard qu'à la rupture avec son mari, avec le roi d'Angleterre. Surtout comme je vous le disais à l'instant, lorsqu'elle découvre que son mari la trompe. Or, Henri II Plantagenet est un véritable coureur de jupons. Il ne prend même pas la peine de cacher ses idylles avec des maîtresses qui n'ont pas la moitié de l'âge d'Aliénor. Et l'on peut dire que la cour d'Angleterre à cette époque n'est qu'une sorte de fête permanente, une fête dont les échos traversent la Manche et arrivent jusqu'aux oreilles d'Aliénor. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en 1166, au moment où Aliénor met son 10e et dernier enfant au monde, c'est un petit Jean qui va devenir Jean Santerre. Vous savez, c'est l'affreux prince Jean de Robin des Bois. Oui, bien sûr. Oui, avec son frère Richard Cœur de Lion. Tout ça, ce sont les enfants d'Aliénor d'Aquitaine. D'accord. En 1166, donc, Aliénor, c'est facile à calculer, a déjà 46 ans. À l'époque, déjà pour une maman c'est relativement âgé, mais à l'époque c'est carrément très âgé. Avec 10 enfants, s'il vous plaît. Voilà, et le roi, lui, n'en a que 35. Alors bon, forcément, et puis il est loin, vous savez, il est loin des yeux, loin du cœur. Bon, en dépit de toute son intelligence, Aliénor ne peut pas se faire à cette situation, elle n'arrive pas à l'accepter. Elle enrage de voir son mari tout enamouré, notamment d'une certaine Rosemonde de Clifford. Elle est furieuse. Et quand Aliénor d'Aquitaine est furieuse,
il vaut mieux ne pas se trouver sur son chemin. Si je ne craignais l'anachronisme, je dirais que le plan manigancé par Aliénor va être machiavélique. En 1169, les 3 premiers fils qu'elle a eus avec Henri II sont déjà presque de petits hommes. En tout cas, ils ont l'âge de raison. Henri, dit le Jeune, a 14 ans. Richard, qu'on appelle donc Cœur de Lion, qu'on surnomme aussi beaucoup le Poitevin parce qu'il a été élevé beaucoup à Poitiers par sa mère. Richard a 12 ans et Geoffroy 11. Par conseiller interposé, Aliénor va convaincre son mari que le moment est venu de les établir, autrement dit de remorceler le bel empire de l'Ouest constitué par le célèbre mariage de 1152. Morcelé de la façon suivante, Normandie, Maine et Anjou, donc les grands territoires continentaux, à l'aîné, Aquitaine, Poitou au cadet, donc à celui qu'on appelle justement Richard le Poitevin, et puis on donnera au 3e, à Geoffroy, on lui donnera la Bretagne. Vous noterez qu'on ne parle pas de Jean, d'où son surnom de Jean sans terre. Ça vient de là, bien entendu. Henri II ne voit pas le danger. Il se dit que oui, après tout, il est temps d'établir ses fils. Tous ces garçons ne sont-ils pas ses fils aimés et aimants ? Il se dit qu'il va même faire mieux que cela. En 1170, pour plus de sûreté, il fait, selon l'antique coutume des rois francs, lui qui vient de créer sa propre dynastie, il fait couronner son fils Henri à Westminster par anticipation. Ça, c'est ce qui s'appelle l'erreur du siècle. Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous sommes au cœur de l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine. Alors pour résumer très vite, son mari, Henri II, le roi d'Angleterre, vient de commettre une très grosse erreur. Et oui, il a fait couronner son fils aîné, Henri, qu'on appelle Henri le Jeune, il l'a fait couronner à Westminster, bien entendu, par anticipation. Ce qui veut dire que désormais la couronne d'Angleterre est assurée, qu'on a déjà évidemment le successeur, qu'il est déjà successeur couronné. Vous imaginez bien que depuis son continent, depuis Poitiers, dans l'ombre où elle manigance tout, Aliénor sourit. Son fougueux époux a donné dans le piège tête baissée. Et le moins qu'on puisse dire est que ça n'est pas une époque faste pour Henri. Il faut que je vous raconte ça en 2 mots, c'est l'époque où va disparaître le célèbre Thomas Becket. Thomas Becket, c'était l'âme damnée d'Henri, c'était son conseiller, c'était son ami. Ils étaient vraiment inséparables. On peut dire que Thomas était un peu le cerveau du roi d'une certaine manière. Il était ce qu'on appellerait nous aujourd'hui son Sherpa, si vous voulez. Or, Henri II va avoir l'idée de faire de Thomas Becket un prélat. Il le nomme archevêque de Canterbury et en même temps il est son chancelier. Et il va y avoir à la fois dans les mains de Thomas Becket, le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Et Thomas avait prévenu Henri, il lui avait dit si tu me donnes les 2 pouvoirs, je serai d'abord un homme d'église. Et l'intérêt de l'église va toujours primer du point de vue de Thomas Becket, ce qui rend Henri furieux, fou de colère. La dispute, le divorce, si je puis dire, entre les deux est tel que Thomas Becket finit par se réfugier sur le continent. Il va même aller s'installer à la cour de France, après quoi il revient finalement en Angleterre, et c'est là que Henri ne commandite peut-être pas tout à fait le coup de force contre son ministre, mais en tout cas laisse entendre que si on pouvait le débarrasser de Thomas Becket, il serait heureux. Et on va voir cette scène absolument hallucinante de ces 3 chevaliers portant les armes d'Henri Plantagenet qui entrent dans l'abbatiale elle-même et qui sur l'autel même pendant la messe vont tuer Thomas Becket. C'est un assassinat absolument terrible, qui va avoir une répercussion considérable dans toute la chrétienté et qui fait que aujourd'hui encore, lorsqu'on parle d'Henri II Plantagenet, on a tendance à le présenter comme l'assassin de Thomas Becket. Ça lui aliène bien entendu le Vatican, ça lui aliène un grand nombre de cours continentales et puis une bonne part de ses peuples. Henri aura beau faire amende honorable, il aura beau venir pieds nus et la corde au cou demander le pardon de l'Église, il n'en a pas moins perdu la main et pour Aliénor, le moment est venu de contre-attaquer. En 1173, lors d'un grand conseil à Limoges, son fils aîné qui maintenant a 18 ans va s'opposer ouvertement, publiquement à son père sur la question de la dotation du dernier des frères, le fameux petit Jean sans terre. Le père tombe des nues, il ne s'attendait pas du tout à cette sorte de révolte interne à sa propre famille.
On imagine la surprise d'Henri qui se tourne vers son épouse, qui ne peut s'empêcher évidemment de voir derrière ce coup bas la signature d'Aliénor, qui a réalisé, elle, de son côté, une sorte de petit coup d'état. Henri va décider à ce moment-là de reprendre les choses en main, de remettre ses enfants, ses fils sous sa coupe, notamment ce Henri le Jeune. Il ne le quitte plus d'un pouce. Seulement un beau matin à Chinon, le jeune roi, après tout il a été couronné, c'est pour ça que je me permets de l'appeler le roi, va fausser compagnie à son père et courir chercher refuge auprès de qui ? Alors c'est là que l'histoire, quand on dit que la réalité dépasse la fiction, vous avouerez que c'est quand même incroyable, le fils d'Henri II, Plantagenet, va venir chercher refuge, il va demander refuge auprès du roi de France Louis VII. Qui est le premier mari de sa mère, si vous vous rappelez bien. Oh là là. C'est quand même assez extraordinaire. Louis VII est heureux de recevoir Henri le Jeune à Paris. Il tient sa revanche. Bien entendu, Paris restera sourd à toutes les injonctions de Londres et désormais vous pouvez faire confiance au roi Louis VII pour envenimer encore la querelle entre le roi Henri et ses fils. Quand Richard et Geoffroy vont gagner à leur tour la cour du premier mari de leur mère, Henri II décide là vraiment qu'il est temps de relever le gant. Il réunit une armée, il descend vers l'Aquitaine, vers les terres insoumises de sa terrible épouse. Et là, Aliénor comprend bien que le vent est en train de tourner de nuit. Je dis bien de nuit. Elle va quitter Paris, pas Paris, elle est à Poitiers, elle va quitter Poitiers au milieu d'une petite bande de cavaliers. Elle est déguisée en homme. Elle s'est elle-même déguisée en chevalier. Ça commence à être une dame d'âge mûr, surtout pour l'époque, vous l'imaginez. Ça ne la dérange pas. La voilà, bride abattue, habillée en homme au milieu de ses chevaliers. Destination Paris, bien sûr. Elle veut elle aussi trouver refuge à la cour de ce roi que 20 ans plus tôt, elle avait tout de même affreusement trahi. Elle n'a pas froid aux yeux, comme on dit. Elle est quand même assez extraordinaire. Les soldats de son second mari vont néanmoins arrêter sa course avant qu'elle n'ait atteint Paris et elle va se retrouver arrêtée. On lui met les fers et pendant plus de 15 ans, pendant plus de 15 années, Aliénor va s'en aller moisir dans diverses prisons d'Henri II, d'abord dans des monastères et puis dans des châteaux forts de moins en moins accueillants.